Bonjour, donc Christine Lebrun de Cyrandel. On va vous présenter comment la 3D peut être utile dans tous les projets de transformation urbaine, à tous les stades finalement de sa transformation. Et donc je suis accompagnée de Sylvain pour m'aider dans cette présentation. Rebonjour, Sylvain Chapon, moi je travaille également chez Engie et je m'occupe principalement des territoires et de toutes les solutions décentralisées pour lesquelles bien évidemment la 3D a désormais un rôle majeur. Vous savez, on est en train de passer la révolution de décentralisation depuis quelques années, au-delà de la révolution industrielle de Rifkin que vous connaissez sans doute. On est dans un contexte assez fort de décentralisation, pas seulement au niveau de la gouvernance, mais pour toutes les solutions énergétiques. C'est un mouvement global, on essaye de penser globalement et d'agir localement. Il y a une logique de circuit court, une logique d'économie circulaire. Et puis, surtout, on l'a vu en France avec ces dernières années, avec tout le troisième volet des lois de décentralisation qui confirme un mouvement européen et mondial. La loi de transition énergétique qui est arrivée dans le même temps, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, a parachevé ce mouvement. Les compétences des élus, en France aussi, mais c'est le cas aussi en Europe, mais c'est devenu quelque chose de prégnant chez nous. Une collectivité, c'est pas seulement la personne qui va vous faire vos documents administratifs, c'est quelqu'un qui est une autorité concédante pour beaucoup de services publics en matière de transport, d'énergie et aussi de réseaux numériques. C'est quelqu'un qui consomme parce qu'elle a des bâtiments, elle aura un système de mise en œuvre de toutes ces consommations d'énergie pour lesquelles de plus en plus de solutions intelligentes ou communicantes seront nécessaires pour tous ces bâtiments. Ça va du lycée au bâtiment technique et tout ce qu'elle gère. Et puis, elle va inciter dans sa région soit les énergies vertes, soit tel ou tel autre dispositif qui lui permettront, là aussi, d'établir des schémas sur plusieurs années qui permettront, en tous les cas, c'est l'objectif, de limiter la pollution de l'air, par exemple. Et éventuellement, elle peut être productrice. Très souvent, les collectivités, un peu partout dans le monde, y compris chez nous, produisent de l'énergie. Elles en produisent avec des panneaux photovoltaïques sur les toits des lycées, mais elles sont aussi parfois propriétaires de barrages, elles sont propriétaires de systèmes de biomasse à partir de la forêt, et donc elle est aussi productrice, la collectivité locale, et puis on le sait, elle aménage l'espace, c'est elle qui va décider si demain on va faire tel ou tel écoquartier, mais aussi si on va installer des data centers ou inciter les solutions numériques. En fait, à chaque fois, il y a des engagements pour une ville durable et pour lesquels on va toujours, c'est le mouvement, proposer des solutions plus autonomes et puis en s'appuyant toujours sur des réseaux qui existent. C'est vrai pour les réseaux de distribution d'électricité et de gaz qu'on connaît bien. Quand vous êtes chez vous, vous avez un réseau de distribution, donc on va s'appuyer sur ces réseaux, mais on va aussi essayer de trouver toutes les solutions qui permettent demain peut-être des solutions en boucle où on produira et on consommera sur un même périmètre de manière toujours plus autonome. Donc ce petit schéma essaye de je vais me lever. Ce petit schéma essaye lui aussi de résumer ce que je viens de dire pour bien voir quelle place vont prendre les solutions à la fois les datas nécessaires et les solutions numériques pour y parvenir. Vous avez bien sûr les aspects de gouvernance. Je suis un élu, quelle que soit la taille de ma commune, de mon périmètre régional ou de ma province ou de mon État dans le monde. Je vais avoir des aspects de gouvernance. Je vais avoir besoin d'outils numériques pour prendre des décisions. Ça va concerner l'eau, l'énergie décarbonée, puisqu'on se dirige de plus en plus, nous, chez Engie, on raisonne toujours sans jeu de mots en 3D, décarboné, digitalisé, décentralisé. Et puis la propreté, les bâtiments, les réseaux de chaud, de froid, la mobilité verte, bien sûr. Quand vous prenez un tramway électrique, un bus au gaz naturel ou que vous avez des solutions de covoiturage public électrique ou à l'hydrogène, à chaque fois, c'est une solution qui est en alternative à ce qui peut être carboné. Et puis, on va essayer de trouver des solutions pour des bâtiments intelligents. Et tout ça, des infrastructures vont être interconnectées et il y aura une nécessité de données et d'analyse de données, de captation de ces données à la source, bien évidemment. Donc voilà, vous avez un nouveau paradigme
Vous avez des véhicules électriques, vous avez du stockage, vous avez des réseaux de communication, des systèmes d'information de plus en plus rapides, de plus en plus forts. La fibre optique a apporté beaucoup. Vous avez les réseaux électriques auto-cicatrisants, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des solutions autonomes à plusieurs endroits du réseau classique pour relancer, sorte de relais d'autonomie. Et puis, vous aurez une participation active. Le citoyen n'est jamais oublié. Il peut produire, donner des données, sans jeu de mots là aussi, et puis, selon son engagement, faire des choix numériques, des choix énergétiques, et donc être un acteur extrêmement efficace de cette révolution en marche. Et puis, toujours ce but de trouver une efficacité, une dimension environnementale à ce qu'on fait. Et donc, pour ça, on a des réponses. Oui, donc effectivement, si on prend les sujets que la ville a adressés aujourd'hui quand elle se transforme, il y a plein de sujets. La planification en termes d'urbanisme, il y a des choses qui concernent la connectivité, les réseaux de téléphonie mobile ou Wi-Fi. On a évidemment les enjeux de ville durable et de qualité de l'air, de bruit, qui sont intéressants. La sécurité, on ne va pas revenir dessus, il faudrait presque le mettre en premier. Tout ce qui est transport public et tout ce qui est planification énergétique. Et tout ça, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on adressait tous ces sujets-là un par un dans des services différents. Et ce n'était pas très lié. Or, en fait, on se rend compte que de plus en plus, tous ces sujets sont complètement interdépendants, interconnectés, en particulier en ce qui concerne la connectivité. Et donc, on a besoin, finalement, plutôt que de prendre tous ces sujets-là un par un, d'avoir une vision intégrée de l'ensemble des sujets et de l'ensemble des enjeux. Et nous, chez Cyradel, on pense que la 3D peut aider à ça. Alors, non seulement les sujets sont divers et variés, mais également les acteurs sont divers et variés, parce qu'on a la collectivité, hein. Et puis la collectivité, pour se transformer, elle s'appuie sur des fournisseurs d'infrastructures, sur des opérateurs. Et ces opérateurs, aujourd'hui, ils peuvent s'appuyer eux-mêmes et ils ont besoin de s'appuyer sur le digital, sur des sociétés. Sur des sociétés qui utilisent le numérique de manière à apporter plus d'efficacité et de l'innovation dans tous ces sujets-là. Et puis la dernière partie, ce sont les citoyens. C'est quand même à leur service que l'ensemble de ces parties prenantes se situe. Donc on a un besoin pour que tout fonctionne de manière plus fluide. On a un besoin de concertation, de partager, pour faire comprendre les projets, pour faire en sorte qu'ils aboutissent dans des bonnes conditions et qu'ils répondent bien aux enjeux. Donc, nous, chez Cyradel, on a développé des technologies, des outils qui nous semblent répondre à l'ensemble de ces enjeux. Alors, d'où on vient, Cyradel, nous, on est une société rennaise qui a plus de 20 ans d'existence. On a été indépendant jusqu'à ce que Engie nous rachète au mois d'octobre dernier. À l'origine, on est des spécialistes de la planification des réseaux de téléphonie mobile. Et pour planifier les réseaux de téléphonie mobile, on a été amené à modéliser la ville en 3D parce que l'environnement urbain impacte énormément la propagation des ondes. Et de fil en aiguille, finalement, on est devenu producteur de données 3D parce qu'on ne trouvait pas sur le marché des données suffisamment précises pour les rentrer dans nos modèles de propagation. Et ce qui a fait que petit à petit, ces modèles 3D, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas en faire, avoir des relais de croissance, d'innovation à partir de ça. Et de la planification de réseaux mobiles, on en est venu à adresser finalement la planification urbaine dans un sens assez général. Et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est au service le principe qu'on cherche à mettre en œuvre et à proposer aux collectivités. C'est une méthode, en fait. Donc la 3D, elle peut servir à plein de sujets, intervenir et apporter des bénéfices dans toutes les étapes de la transformation de la ville. Donc la première étape, c'est modéliser la ville en 3D. À quoi ça sert ? C'est pas que avoir une jolie image
image de sa ville, on est content, on reconnaît sa cathédrale. Et puis, c'est vraiment la modéliser pour comprendre comment elle fonctionne. Parce que pour pouvoir la transformer, il faut déjà savoir d'où on part. Donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir un état des lieux de la ville. Et puis ensuite, la 3D, elle sert de modèle d'entrée. Ce modèle 3D, il sert d'entrée pour pouvoir faire tout un tas de simulations. Parce que, on a parlé un tout petit peu de la propagation des ondes radio, mais il y a également, si on fait des calculs de bruit, si on fait des calculs de diffusion de particules, quand on étudie la qualité de l'air, on a également besoin des modèles 3D. Donc finalement, ça peut servir de contexte pour tout un tas de simulations. Et donc, ça aide à prendre des décisions une fois qu'on a fait des évaluations concernant différents scénarios d'évolution. Et puis, la troisième étape, je rentrerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais communiquer, la 3D, c'est un outil formidable, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Donc, si on regarde un tout petit peu plus dans le détail, donc la première étape, modéliser pour comprendre la ville. Donc, l'idée, c'est de constituer un référentiel qui va permettre d'adresser tous les sujets et d'avoir un socle commun pour l'ensemble des sujets, mais aussi pour l'ensemble des acteurs. Parce que les acteurs, c'est la collectivité, c'est des fournisseurs d'infrastructures, c'est les architectes, c'est les urbanistes, c'est les bureaux d'études spécialisés je ne sais pas, en qualité de l'air ou en acoustique, etc. Donc, on va avoir ce référentiel-là. Donc, on modélise la ville en 3D. On va ensuite agréger un certain nombre de données que la ville a, ou qui sont disponibles en open data, ou qui sont des résultats d'études préalables, des études de mobilité, comment est-ce que les gens se comportent, des études démographiques, des études économiques. Donc, on va avoir comme ça un référentiel d'information. Et donc, voilà, une petite image d'un modèle en 3D. Et puis, par-dessus, on peut avoir tout un tas de données qui sont, je dirais, notre état de base, notre référentiel. Et on définit aussi ensemble, avec la ville, des indicateurs qui vont être les références qui vont servir justement à évaluer les différents scénarios de transformation. Donc des indicateurs sur la qualité de l'air, sur le taux de pollution, sur le bruit, sur la connectivité, l'accessibilité aux transports en commun. Là, après, il y a des dizaines et des dizaines de sujets. Et là, il faut définir quelles sont les priorités. Et chaque collectivité a ses propres priorités par rapport à un projet donné. Donc ensuite, une fois qu'on a ce socle et ce référentiel commun, on peut commencer à travailler. Donc on peut intégrer le projet dans le socle 3D. Si c'est un projet de transformation par rapport au transport, par exemple, on dit on crée une nouvelle ligne de tramway, on va pouvoir modéliser cette ligne de tramway, pouvoir l'intégrer dans le socle 3D et à partir de là, conduire des simulations qui vont donner des résultats, transformer les indicateurs qu'on a définis dans la première partie et donc pouvoir évaluer quel est l'impact sur cet indicateur de la transformation qu'on est en train d'envisager. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre justement d'évaluer un certain nombre de scénarios, de faire intervenir les spécialistes pour qu'ils puissent aider à prendre les décisions et donc prendre finalement les meilleures décisions pour, entre scénario A, scénario B, scénario C. On a eu l'occasion de travailler avec la ville de Paris sur la transformation de la place de la Nation, par exemple, en termes d'impact. Donc c'est surtout un projet de mobilité, mais l'impact de ce projet de mobilité sur la pollution, sur le bruit, c'était des choses vraiment très très intéressantes à évaluer. Et l'intérêt d'avoir ce genre d'outils, c'est que on peut ne pas se limiter à un sujet, parce qu'il y a plein de logiciels qui sont spécialisés dans la mobilité, par exemple, mais vous n'allez pas pouvoir adresser en même temps la mobilité, l'acoustique, la qualité de l'air, la connectivité, etc., etc. Donc là, nous, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très transversal qui puisse servir à tous les acteurs qui interviennent dans un projet. Donc voilà, ça c'est deux petites illustrations. C'est sur la ville de Santiago du Chili. On a travaillé, donc Santiago du Chili, elle est traversée, elle est coupée en deux par une autoroute. Et ils avaient un projet qui est de couvrir cette autoroute
pour justement apporter une nouvelle vision de la ville, parce que là on avait vraiment une séparation entre le côté droit, le côté gauche, et le fait de couvrir et de venir mettre des nouveaux espaces verts, des nouveaux services, c'était vraiment très intéressant. Le dernier point, et puis après je vous passerai un petit film, je vais essayer de pas être... Ah oui, les indicateurs, alors hop, des exemples de choses qu'on peut visualiser en 3D. Donc on a des choses sur, par là, ça c'est les activités commerciales, des choses qui concernent la sécurité, le potentiel solaire si on veut faire évoluer des choses en termes d'énergie. Là c'était la connectivité le long des lignes de bus. Donc ça c'est des simulations qu'on est capable de faire à partir du modèle 3D de la ville et des plans qui nous sont fournis par les opérateurs de transport en commun. Donc là, on regarde le long de la ligne de bus, est-ce qu'on a de la connectivité ou est-ce qu'on n'en a pas? Ça, c'est des prédictions de bruit également. Donc tout ça, c'est sur le même projet de Santiago du Chili. Et puis, la dernière chose qui est hyper importante quand on a un projet de transformation urbaine, c'est de pouvoir acquérir finalement l'adhésion des citoyens. Et là, effectivement, en termes de pédagogie, d'innovation, de pouvoir rassurer, de leur apporter des images dans lesquelles ils vont pouvoir s'immerger, se projeter, c'est vraiment quelque chose de très... c'est pas nous, on va pas dire que c'est nouveau, mais en tout cas, c'est de plus en plus utilisé, et c'est pas seulement représenter la ville en 3D, mais c'est pour nous, on peut également leur fournir des maquettes interactives, des applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle, pour pouvoir vraiment apporter une expérience de qu'est-ce qui va se passer demain et pourquoi on fait ces transformations-là, et on vous explique, on vous montre en vrai virtuel, quoi. On vous montre ce que ça va donner, parce que sinon, il y a plein d'inquiétudes, il y a plein éventuellement de réticences par rapport, parce que bon, voilà, la transformation, on sait bien que ça fait toujours un petit peu peur. Un petit film pour illustrer tout ça.
Je vais repasser la parole. Juste avant que j'oublie, parce que je suis sûre que je vais oublier à la fin, en fait. On a un stand juste à la sortie de Stéréolux où on a une maquette en 3D, imprimée en 3D de la place du Panthéon à Paris, avec justement la visualisation de pas mal de données dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir nous voir après la présentation. Donc, on a souhaité faire un focus tout particulièrement sur la décentralisation et aussi sur la transition énergétique. Je vous ai parlé tout à l'heure des 3D. Effectivement, décentralisé, décarboné et digitalisé. Alors, au-delà de la formule, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est ce pourquoi nous, on travaille le plus en ce moment. C'est une vocation, c'est maintenant, on parle d'architecture de la transformation urbaine et de la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que quand un élu va planifier, je dis un élu ou un décideur public dans son ensemble, et quelle que soit l'échelle, c'est important, il va essentiellement se positionner aujourd'hui sur ces 3 thèmes, mais il aura une vision pour demain, après-demain. Et chaque fois que vous avez un investissement public, vous engagez les générations, et pas seulement vos successeurs, vous engagez vraiment le territoire. Parce que ce que vous allez modifier dans le paysage des gens, eh bien, ça va durer des années. Et en matière de pilotage des infrastructures, la pose de capteurs, par exemple, les données par les réseaux IoT, ça va être essentiel dans ma prise de décision. Ça va être essentiel aussi sur les choix que je fais. Il n'y a rien de plus politique que de décider si on met telle ou telle énergie verte ou alternative, ou si on fait tel ou tel choix de mobilité. Ça va engager les gens, mais aussi ça va engager, comme l'a dit Christine tout à l'heure, soit une adhésion, soit un rejet des populations, soit tout simplement elles ne vont pas y adhérer en tant que clients parce que ça ne correspondra pas à leur choix. Et donc l'amélioration et l'efficacité des services, l'éclairage public par exemple est devenu un vrai enjeu, la manière dont on gère la lumière, en matière de sécurité, en matière de préservation de la biodiversité. Ça peut être une colonie de chauves-souris ou tout simplement le passage des oiseaux ou le sentiment d'insécurité des gens, la gestion de l'énergie d'une manière générale. Tout ça, on est vraiment au cœur de la décision. Le deuxième apport du digital, c'est de proposer des nouveaux services. Pas la nouveauté pour la nouveauté, mais surtout permettre de visualiser, comme je le disais tout à l'heure, mais de manière concrète, les impacts. C'est-à-dire que maintenant, on peut présenter aux gens, aux décideurs d'abord, mais puis aux populations pour essayer de recueillir leurs impressions et adhésions, eh bien, les rendre les plus objectifs possibles. Et donc, l'aide à la décision permet d'intervenir. Et puis, le numérique, c'est indispensable pour la palette des solutions. Ça répond aux 5 grands enjeux. On l'a dit, la mobilité, fluidifier les transports, les bouchons, tout le monde connaît, limiter les émissions de CO2 et donc la pollution, protéger l'environnement d'une manière générale. Le cadre de vie, ça peut être aussi de fait la gestion de l'eau, mais ça peut être aussi la sécurité et la résilience. Hélas, on a une actualité qui rappelle combien tous les enjeux liés à la sécurité, mais dans leur ensemble, il ne s'agit pas que de caméras de surveillance, ça va au-delà aussi de l'absorption des chocs que peut avoir une ville. Ça peut être une grippe majeure qui tétanise l'ensemble des services publics, jusqu'à des mouvements de population qu'on ne peut pas contrôler. Et puis l'attractivité économique, la réduction des coûts, d'une manière générale, ces 5 grands enjeux, le numérique permet d'y répondre. Juste 3 exemples très rapides sur lesquels on a travaillé, on travaille encore aujourd'hui. C'est Troubled Families, c'est en Angleterre, dans la région du North Tyneside. En fait, il s'agissait dans ce quartier qui avait des gros problèmes de délinquance, de croiser les données de déclin des services publics avec les problèmes de déscolarisation effectifs, croiser les données en matière de dégradation des services, le nombre de tags non contrôlés ou incontrôlables, etc. Et ça a permis aussi, par une amélioration du cadre de vie, une amélioration et un ciblage, hein, c'est pas Big Brother, mais justement d'apporter des solutions à ces familles en difficulté, d'apporter des solutions.
Donc on croise des données, il y a des choses possibles dans certains pays, d'autres non, bien sûr. Je mets de côté les aspects juridiques qui sont essentiels. Vous avez des applications citoyennes. Avec Citizen, ce sont des plateformes de collaboration. Et puis Cities, c'est des tableaux de bord digital pour les villes, où selon que je suis directeur des services techniques, directeur des généraux des services ou l'adjoint au trafic automobile, eh bien, j'ai un tableau de bord, le dashboard classique. J'appuie sur mes boutons et je permets d'avoir la situation aujourd'hui par rapport à mes collègues. Ça me permet aussi de projeter les difficultés que je vais avoir samedi prochain, parce que c'est le marché, savoir de quelle manière je peux éviter ces difficultés le samedi suivant, et ça marche plutôt bien. Donc c'est à la fois très, très global, et comme je le disais tout à l'heure, très concret et très local. On est toujours sur une logique aussi de planification, et de manière très concrète. En tant qu'élu, je vais souhaiter que les constructions dans ma ville, en particulier celles sur lesquelles j'ai directement la main, soient durables. On va avoir des bâtiments énergie positive. D'une manière générale, on cherchera maintenant à construire des bâtiments dont la consommation d'énergie réponde au mieux aux productions locales et surtout aux productions vertes. Et puis, on va essayer aussi petit à petit de construire une ville durable avec des quartiers durables et petit à petit arriver par capillarité à un environnement le plus harmonieux possible. On commence par les bâtiments, la conception d'écoquartiers avec tout ce que ça représente en matière de matériaux, de type de mouvements qu'on peut envisager autour et de connectivité, bien sûr. Tous les grands promoteurs privés dans le monde, maintenant, les promoteurs et les immobiliers, sont sur ces enjeux-là, poussés par les élus. Ce n'est pas l'inverse, d'ailleurs. C'est assez intéressant et on voit qu'il y a une certaine vertu en la matière. Et puis, on a évoqué tout à l'heure les circuits courts. Il ne s'agit pas d'en faire une doctrine arbitraire, au contraire, mais on voit bien que pour les analyses de cycle de vie d'un territoire ou sur un territoire d'une manière générale, eh bien, on va prendre en compte les flux rentrants et les flux sortants. Si je choisis des solutions au bois, mais que mon bois vient de l'autre bout de la planète, le bilan écologique et souvent le bilan pour le consommateur n'est pas forcément positif. Donc, je prends un cas extrême, hein, mais d'une manière générale, sur un territoire donné, je vais avoir une vision qui prendra en compte l'ensemble des données, l'ensemble des enjeux écologiques, et à chaque fois, le fait d'avoir pu avoir l'ensemble des données disponibles de consommation, de production pour mes flux entrants et sortants me permettra d'avoir un vrai bilan. Donc, c'est l'analyse des flux de matière et de l'énergie. Je cite cet exemple, il y en a d'autres, hein, mais ça nous permet d'avoir là aussi une certaine logique et une certaine cohérence. Le réseau de distribution aussi, ça repose sur des moyens locaux, mais ce qu'il y a d'important, on l'a vu tout à l'heure, c'est toujours d'essayer de trouver sur une zone définie des sources d'énergie renouvelables. Alors vous allez me dire c'est facile, non c'est pas facile. Vous mettez pas de l'éolien partout, vous mettez pas de la biomasse partout, et vous ne mettez pas non plus du photovoltaïque partout. Donc ça aussi, ça va être essentiel, et grâce aux outils que Christine évoquait tout à l'heure, on va avoir des vraies réponses et des vraies analyses objectives et de planification. Et puis, on va trouver aussi de plus en plus, on va rechercher, c'est le Graal de l'énergéticien, des solutions de stockage. On court après et on va y arriver. Les batteries, les stocks d'hydrogène ou mécaniques sont là. Et puis, on aura des réseaux de distribution qui permettront de réguler de manière harmonieuse l'ensemble de ces solutions. Donc, 3 exemples rapides. On parle des smart grids parce que c'est un des piliers importants en matière numérique de la transition énergétique. C'est en tous les cas le plus connu. Par exemple, en Polynésie française, j'ai pris l'exemple de l'insularité. Pourquoi ? Parce que ce qu'on peut faire en matière insulaire, souvent on essaye, et sans jeu de mots, de le reproduire, de démultiplier sur un îlot urbain. Les solutions autonomes sur une île, c'est très compliqué, mais grâce aux smart grids, grâce à la captation des données, à leur gestion, à leur mise en place sur des plateformes et à leur interprétation, on arrive à trouver des solutions les mieux adaptées. Là, on est vraiment dans la dentelle. En Polynésie française, nous le faisons pour le réseau, pour le solaire, essentiellement, mais aussi en matière de stockage, quand on peut.
trouver des solutions qui permettent une autonomie maximale et écologique plutôt que le tout diesel, par exemple, sur les îles. C'est le cas aussi en Tanzanie, où là aussi on essaye de trouver des solutions adaptées, et même dans les villages les plus reculés, en Afrique, on arrive à retrouver en milieu rural, c'est vraiment très compliqué, pour des tas de raisons d'enclavement, on essaye là aussi, outre le fait d'intégrer des aspects culturels, des solutions extrêmement pointues, vous le voyez. Alors bien sûr, il y a toujours le système solaire domestique, mais on essaye aussi de trouver des moyens qui permettent de réguler de manière la plus précise possible sur ce même territoire des solutions. Donc là, vous avez les batteries. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'enjeu du stockage. Dès qu'on aura une gestion économique régulée et démultipliée dans le monde du stockage énergétique, associée aux solutions et à la planification qui nous permettent maintenant d'obtenir les objets et les moyens numériques, ce sera vraiment quelque chose de très positif pour une large part de la population dans le monde. Et puis à Toulouse, en milieu urbain en Europe, et là c'est un peu plus complexe, mais dans tous les cas c'est aussi la même logique, avec bien sûr une prise en compte du réseau, où on essaye de trouver des solutions de métrologie. Vous avez la production locale, où c'est combiné, généralement c'est de la chaleur, l'électricité et du froid, c'est ce que vous pouvez trouver à Nantes, et puis des systèmes de gestion de l'énergie, où là, eh bien, on programme les charges qui seront nécessaires et la production et la consommation. Toujours ce principe adapté au mieux, de manière la plus fine possible, consommation, production, et en se basant aussi sur la distribution pour éviter les déséquilibres, de manière à éviter tout gaspillage. Et in fine, on trouve des solutions écologiques et aussi des solutions économiques pour le consommateur, qu'il s'agisse de la ville ou pour les opérateurs ou le client final, bien sûr. Et donc, à chaque fois, on essaye vraiment de trouver des solutions adaptées dans tous les cas de figure, et ce qui est vrai ici est vrai dans le monde entier. Alors, trois petites illustrations de ce que nous, on a pu faire pour aider Engie à proposer, en tout cas à différencier leurs offres. Là, on va passer une petite vidéo qui a servi de support en fait à une réponse à un appel d'offres pour la transformation énergétique de tout un campus américain que Engie a remporté il y a quelques semaines. Donc c'est un énorme contrat de quelque chose comme $1 milliard sur 50 ans. Et donc nous, on a modélisé le campus en 3D et on a illustré les différents aspects de la réponse d'Engie, de la proposition d'Engie. Donc il y a un petit extrait là, tu peux lancer, Émeric. Donc l'idée c'était voilà, on a une petite vue du campus et puis de pouvoir, on a représenté les réseaux de chaud, les réseaux de froid. On a été représenté également les nouvelles unités de production d'énergie qui vont être implantées et comment celles-ci vont distribuer le campus. Donc ça, c'est une nouvelle usine de production de chaleur qui va être implantée. Donc tout ça se met dans un contexte finalement où les gens de l'université, ils reconnaissent leur campus, ils savent voilà, où ils ont étudié. Là, c'est toute la partie qui illustre la performance énergétique qu'on va attendre de ce projet-là, l'implantation de panneaux solaires sur des ombrières de parking avec du stockage également. Donc on a tout un panel de solutions avec un parc de véhicules électriques qui va être également mis à disposition des utilisateurs du campus. On va avoir également des bus verts, enfin verts dans leur couleur, mais verts également dans l'énergie qu'ils utilisent. Voilà, donc là c'est vraiment un exercice de promotion. On n'est plus là dans la planification, hein, mais c'est une utilisation plutôt dans la fin de la chaîne que je présentais tout à l'heure, où on est vraiment dans un exercice de marketing et de communication. Mais ça peut se faire, la collectivité peut le faire elle-même, mais voilà, des acteurs comme Engie peuvent également s'en servir pour promouvoir leurs solutions. Un deuxième exemple,
Tu peux peut-être lancer la vidéo tout de suite parce que le temps court. Donc sur Rio, on a fait un outil opérationnel de supervision pour la sécurité de la ville. Donc c'était à l'occasion des JO l'année dernière. Donc on a modélisé la ville, on a représenté l'ensemble du réseau des caméras de surveillance. Et en fait, on a accès à chaque caméra, on clique dessus et on a une image en temps réel, du flux vidéo temps réel, mais on le projette dans le modèle 3D, comme si on était à la place de la caméra. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant pour les gens qui exploitent ce réseau, pour pouvoir mieux appréhender le contexte dans lequel le flux vidéo se passe. Et puis la dernière petite vidéo, c'est un dernier exemple plutôt sur l'éclairage intelligent. Donc là, c'est un projet en Chine de transformation de l'éclairage. Donc là, ça c'est l'éclairage classique. On va passer sur un éclairage avec des LED. Donc là, on a une lumière qui change, qui est un petit peu plus lumineuse, plus blanche. Et puis derrière, on illustre tout ce qui est éclairage intelligent, c'est-à-dire qu'on a les lampadaires qui s'allument en fonction de l'activité, s'il y a des passants, s'il y a des voitures qui arrivent. Et donc le fait d'avoir de l'éclairage intelligent, des lampadaires connectés, ça permet d'amener des nouveaux services en mettant des nouveaux capteurs sur les lampadaires. Enfin voilà, donc c'était une dernière petite illustration. Donc tout ça, c'est à chaque fois, nous, on vient supporter finalement des sujets, soit en apportant des simulations, soit en apportant des visualisations, des supports, des supports pour illustrer les offres d'Engie. Voilà. Je crois qu'on a été un petit peu long. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Non. Bon, bah écoutez, en tout cas, on est là sur le stand juste à l'extérieur, à la sortie de Stéréolux, sous une petite tente, là, sous un petit barnum. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions, si vous voulez une petite démonstration un petit peu plus détaillée. Merci.